Ok, allez, du coup, donc bonjour à tous pour ceux qui seront en replay après. Cool pour ceux qui sont là. Vous serez la voix qui représente les autres. Donc on fait comme d'hab, des exos, c'est toujours la même chose. Je sais, ça peut paraître un peu chiant, mais c'est un peu l'intérêt du truc. Si vous croyez que ce métier est palpitant, vous vous plantez. En tout cas, pas sur la partie technique, hein. Il y a plein de trucs excitants à côté, mais certainement pas l'application de la stratégie. Donc, cherchons des tendances. Alors, on va pas refaire les cryptos que j'ai déjà bouffés ce matin. Euh, Soit on fait exercice à l'arrache, c'est-à-dire comme vous devez faire vous, je tape deux lettres et on se démerde d'analyser jusqu'à ce qu'on trouve une tendance. Clairement pas. Ok, bon bah là, on va être pas mal à mon avis. Alors non, c'est toujours du range. Là, il y a de la tendance. Ok. Euh, donc on peut analyser cette tendance-là si vous voulez. Attends, du coup, je finis celle-là et on va faire SJRE après. Ok, ok. Alors, donc, rappelez-vous le truc de base, trouver le time frame de référence. Ok? On peut se servir, si on veut gagner un peu de temps, de ça pour pas avoir à se taper tous les time frames. Ah merde, attendez. J'ai pas mes petites flèches. Voilà. Vous voulez qu'on fasse un truc sur le dashboard aujourd'hui? Vous vous rappelez de ce que ça représente ou pas? Il faut que je fasse une vidéo dessus, j'ai oublié. Mais bon, la base, hein, voilà, donc là, positionnement de la moyenne, positionnement du prix, et grosso merdo, avec ça, normalement, vous avez déjà pas mal d'infos. Donc, on sait que la moyenne est sous les contextes en mensuel, ok? Donc, ce qui nous intéresse, c'est de nous positionner en hebdo, du coup, hein. Donc, on se positionne toujours pour voir là, et pour voir ce qui se passe ici. Ça, on sait déjà ce qui s'y passe, il y a une tendance, donc ok. Donc, en hebdo, pardon, on voit bien qu'il y avait une tendance aussi, d'accord? Là, elle est en train de se neutraliser, mais il y avait une tendance, on est d'accord? De toute façon, quand vous avez des tendances mensuelles, voilà. Donc on va tout de suite chercher la tendance primaire, le mensuel. Ok. Bon, ici, il n'y a pas de doute, il y a une vraie belle séquence de tendances, no susai. Ok, est-ce qu'on est sur le bon time frame ou pas pour analyser la structure? Pourquoi mes flèches, elles ne veulent pas marcher, bon sang? Ah. Donc de toute façon, on ne peut pas aller sur le time frame supérieur, on est bien d'accord. Donc toujours avec votre prisme de lecture des tendances, voilà, le premier truc que vous cherchez toujours, avant d'analyser quoi que ce soit, ok, je regarde toujours quatre trucs, c'est-à-dire euh, quoi qu'il se passe, si je suis sur le bon time frame, je dois voir ces quatre machins se comporter toujours de la même façon, peu importe l'actif que je regarde. Si je regarde le bon time frame, la séquence de tendance, bon, hormis 5% de chaos, où je vous le dis, on ne peut pas prédire les marchés, il y a toujours une part relative de chaos. Normalement, ces quatre outils doivent produire toujours les mêmes choses. On doit avoir un range mature qui précède, d'accord? On regarde toujours les cycles, le comportement moyenne et le comportement des contextes. Et en regardant ces trucs-là, normalement, ils vont toujours se comporter de la même façon dans une séquence particulièrement identique, peu importe l'actif que vous regardez. Quand vous regardez la bonne séquence, la séquence primaire, elle suit toujours le même truc. Donc, avant d'aller plus loin, on s'assure d'être sur le bon time frame et toujours, donc, on regarde si, avant l'apparition de la tendance, c'est-à-dire le moment où la moyenne se met au-dessus des sous les, enfin, les contextes accélèrent plus vite que la moyenne, etc. Ok? Donc, je rappelle, les contextes, ça représente quoi? Ayez pas peur de dire des conneries, hein, c'est plus pour pratiquer. Alors, non, c'est pas là. Enfin, c'est pas faux, hein, mais c'est. Alors, ce sont les zones spéculatives, ok? Mais globalement, le canal de contexte, il représente. Ça commence par un V. Voilà, la valeur, ok? Donc, le principe, c'est de dire les zones spéculatives, c'est des zones spéculatives d'achat et de vente pour selon ce que vous voulez faire. En gros, si vous voulez acheter, ben, normalement, la zone spéculative basse vous intéresse. Et si vous cherchez à vendre ce truc-là, bah, la zone spéculative haute devrait vous intéresser. Okay. Mais globalement, la valeur de l'actif, ça se situe à peu près aux 50% de contexte. C'est pour ça que je vous dis, voilà, le minimum quand vous voulez vendre, c'est au moins de vendre à la valeur.
au-dessus de la valeur, quoi. Quand vous voulez acheter, essayez d'acheter sous la valeur. Vous captez un petit peu ce délire? Ok. Donc, vos contextes, c'est la valeur. La moyenne, c'est l'historique du prix. D'accord? Donc, on peut dire c'est ni plus ni moins que la valeur historique, quoi. Donc, c'est normal que les deux se décalent. Donc, quand vous avez des contextes qui accélèrent plus vite que la moyenne, donc les contextes, donc la zone de valeur se situe au-dessus de la moyenne, c'est qu'il y a une tendance. Ça veut dire que la valeur de l'actif s'apprécie plus vite que sa valeur historique. En gros, c'est ça que ça veut dire. Okay. Donc, quand vous trouvez le bon time frame, bah, c'est normal que vos contextes se déplacent au-dessus des valeurs historiques de la moyenne. C'est le signe de la tendance. Maintenant, il faut que ça s'installe. Voilà, une tendance, c'est pas juste les prix décalent vite, donc la valeur tente de se décaler, etc. Ça, c'est le typique du range. Les prix tentent de décaler, puis ça marche pas, quoi. Donc bref, ici, on a vraiment donc le range, on frappe les bornes. Vous voyez que les ranges, comme toujours, peuvent prendre une forme assez incroyable peuvent avoir une variabilité des formes assez incroyable. Il n'y a pas deux ranges qui se ressemblent, mais l'essentiel, c'est de balayer contexte à contexte. Voilà. Donc là, on a bien balayé contexte à contexte. On a sorti d'un range, ok, et la tendance s'installe ici. On est tous d'accord là-dessus? C'est à ce moment-là qu'il y a la tendance. Donc on a bien sorti d'un range par le haut. Voilà, super, très bien. Ça fait partie des trucs que vous devez voir tout de suite. Par rapport à la variabilité de ces structures, le fait que la moyenne, elle soit en dessous ici des contextes, c'est qu'il y a peut-être déjà eu des sentiments tendanciels avant. Et que ça ne s'est pas suffisamment neutralisé. Donc là, déjà, premier truc, ok, il y a bien le range, ok, il y a bien tendance, mais attention, il y a des anomalies dans la séquence. Donc, on fait très attention. Qu'est-ce que ça nous invite à faire? Allez voir avant, super. Voilà, c'est tout con, hein, mais c'est de dire, en récoltant ces infos, vous allez tout de suite voir quand on est sur la bonne séquence, et si elle a ou non des anomalies. Ah ben, oui, là, ici, on a déjà démarré un pseudo-sentiment tendanciel. Il n'y avait pas le range qui dépassait, qui précédait, mais ici, clairement, on a quelque chose qui colle pas. On a d'abord un mouvement haussier. Putain, j'arrive pas à garder mes flèches. Oui, oui, oui. Là, c'est plus de dire, on ne peut pas statuer du démarrage de la tendance mensuelle ici. Parce qu'il n'y a pas eu assez d'historique. Mais on sait qu'il y a une tendance derrière. Là, il n'y a pas de doute, on a eu le passage des moyennes. Donc, avec le recul aujourd'hui, on sait qu'il y a une anomalie dans la séquence. À l'époque, on n'aurait pas pu le savoir, parce qu'on manquait d'historique. Donc on aurait probablement tradé ça comme une tendance hebdomadaire. Là, on avait une belle séquence en hebdo, il n'y a pas de souci. Toujours se placer dans ce que vous auriez pu voir. Ici, en mensuel, on n'aurait pas pu trader cette tendance. En hebdomadaire, sans aucun problème, et on aurait probablement eu range, breakout, pullback, excès final, terminé. Le classico, quoi. Ah non, 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 on ne se met pas en log. Le log, c'est le meilleur moyen d'effacer les... Alors, on peut se mettre en log aussi, mais quand il y a besoin, le log, c'est soit, je vous dis, soit ça vous permet d'éviter d'avoir à zoomer comme je l'ai fait. Tu vois, c'est-à-dire que j'aurais effectivement pu faire un log comme ça. Ça aurait été pas bête. Mais sinon, voilà, on zoome un peu. Donc ici, clairement, il y a eu un sentiment tendanciel et notre range n'a pas vraiment neutralisé, on n'est jamais passé sous les moyennes. Et oui, pourquoi l'excès final est un peu fort ici? Bah, c'est pas très grave, c'est juste de dire, nous, ça nous gêne pas. Là, c'est juste l'excès final, il est puissant, mais il n'est pas hors norme non plus. Le maxi que vous devez reporter sur un excès final, c'est 1 pour 1 du pullback. Tu vois que là, c'est le cas. Donc, c'est juste de dire, on a fait un bel excès final. Voilà. Donc, c'est puissant, mais c'est pas hors norme non plus, quoi. C'est bien boule. Et c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est par rapport à quoi? C'est pour moi, DR? Ah non, petite question, que quelqu'un peut quoi? Ah, la configuration, pardon, autant pour moi, c'est le mélange. Donc, ici, de toute façon, on doit avoir des anomalies. Il y a eu un sentiment de tendance, puis un espèce de truc. Donc ici, est-ce qu'on pourrait pas valider la séquence alternative? J'ai deux bouts de tendance, j'en ai un ici, un deuxième là, mais ça fait tendance range et bah ouais, j'ai bien un overlap. Donc ici, est-ce que mon hypothèse de séquence alternative, je peux pas la valider?
Ça fonctionne. Donc, c'est plus de dire, si on se place en contexte, c'est-à-dire si on se met à ce moment-là sur cet actif, là quand même, vous devez l'avoir le truc, quoi. Et ça fait vraiment, il y a eu 2 bouts de tendance, ou en tout cas, ça a l'air d'un range haussier. Et cet overlap, ça doit vous inviter à dire, aïe aïe aïe, attention. Je suis en mensuel, hein, d'accord? Donc j'ai bien eu une tendance hebdomadaire ici, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que si on sort de ce range, regardez les alertes de range mature, vous devez être en train de vous dire, si jamais ça casse 36 $, ça va être vénère, parce qu'on va avoir une tendance mensuelle en vague 5 étendue. Donc vague 5 étendue égale la vague de tendance va être excessive, elle va probablement se renverser en V-top. Ok, c'est tous les arguments qu'on connaît. Donc ici, à ce stade-là, on est obligé d'ouvrir cette hypothèse de vague 5 étendue. Ok? Jusque-là, ça va ou je vous ai déjà perdu? Normalement, ça, tout le monde doit être capable de le faire pour la tendance. Relever l'anomalie, émettre une hypothèse et vérifier l'hypothèse. Voir l'anomalie sur la moyenne, regarder du coup la structure qui la précède, voir qu'on a un overlap, donc la structure est potentiellement valide, donc on est obligé de la prendre dans nos gestions du risque. Ça veut juste dire que tu as tout ce qu'il faut pour une séquence de vague 5 étendue. Donc, tu te prépares psychologiquement. Qu'est-ce que tu sais de la vague 5 étendue? C'est très lent au départ, ça constitue une forme de tendance range bizarre qui fait qu'on a l'impression que la tendance ne veut pas partir. Exactement le cas. Hein. Et le principal problème que tu as avec une vague 5 étendue, c'est que il faudra être très prudent sur les objectifs de sortie. La vague est très excessive et normalement, elle ne constitue pas de pullback. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquence pullback excès final derrière. Ce qui veut dire que tu dois donc récupérer tes profits à l'aveuglette. Ce qui est assez chiant. Donc on va se fixer en général des objectifs graphiques. Ok? Je vous donne la séquence que moi j'utilise dans ces trucs-là. En général, je prends la deuxième vague, ici, je place des extensions, ok, et je sais que par exemple, 90 $, j'ai des TP à faire. 135 aussi. Ok, c'est de dire, quitte à nager dans la soupe, il vaut mieux avoir quelque chose que rien. Après, on étudie la gestion du risque, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, ici, je fais attention aux signaux, là, j'ai un TP obligatoire, et là aussi. Partiel, hein, d'accord? Et évidemment, je module en fonction des signaux. Donc, voilà comment on va négocier ce truc-là. Donc, déjà, pour l'instant, c'est potentiel tant qu'on n'a pas de breakout. Voilà, là, on commence à breaker. Mais qu'est-ce qu'il va nous falloir pour confirmer ça? Tenir les clôtures, voilà, reporter les ranges, etc. Donc, pour l'instant, les clôtures de contexte, ça tient. D'accord? On vient bien clôturer les UT de contexte. Ah ben non, elle arrive, la clôture de contexte. Elle est là, hein, donc on est bien en train de clôturer le contexte au-dessus de ce dernier. Voilà, là on a bien clôturé le contexte, il se décale. On a bien le contexte qui commence à accélérer plus vite que la moyenne. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on doit voir maintenant comme autre élément de confirmation? Donc le report de range, ça va arriver, hein, il est par là. Et les cassures de cycle, voilà. Et si on voit tout ça, eh ben c'est qu'on a une tendance, bordel. Ok, donc là on a bien confirmé le report du range. Oula, on se mange un gros repli. Et ça repart. Donc réinstallation de la tendance. Donc là ici, il y a probablement un premier suivi de tendance. Alors le repli est vénère, hein, ici il faut être bien accroché pour acheter ça quand même. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de souci, la tendance se met en place. La moyenne on commence à s'écarter violemment des moyennes, on tient beaucoup plus facilement au-dessus des contextes. Bon là, c'est vrai qu'il y a un repli un peu spéculatif, mais c'est toujours pareil. Hein, voilà. Attention, les cassures de cycle, vous voyez que ça ne se produit pas pour l'instant. Donc là, déjà, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on aurait comme truc à se dire? Donc on arrive sur la première zone de gestion du risque. Qu'est-ce qu'on se dirait ici? Est-ce que je fais un TP ou je ne fais pas un TP? Récolter les infos. J'ai
Cassure de cycle, on est au-dessus des contextes, je suis suracheté. Est-ce que ça nécessite d'agir là, comme ça, tout de suite là? Genre là, est-ce que tout de suite je sors? Alors déjà, on attend des confirmations de prix, c'est-à-dire j'aimerais bien voir un triangle vendeur, mais s'il y a une réaction de prix baissière, peut-être un tout petit TP ici, ça pourrait être pas débile, quoi. Petit TP. Bah, si on a payé en breakout, c'est-à-dire, bon, après tout dépend où vous avez vos ordres d'achat. C'est-à-dire que si vous avez acheté très bas sur ce truc-là, clairement, ça vaut pas le coup de réduire vos gains ici, ou alors un tout petit peu. Mais si vous avez payé en breakout, c'est-à-dire vous avez payé par là à 35 $, vous avez fait x2, moi je pense que c'est pas débile de faire un petit TP au moins 10-15% ici. Sécuriser votre investissement, quoi. Ça, c'est pas réduire vos bénéfices, quoi. Mais... Ok, donc on voit que ça prend pas de réaction de prix. Donc là, c'est très positif. Donc au final, il n'y avait pas besoin de faire le TP, il n'y a pas eu de réaction de prix. Ok. Bon, on déborde la zone. Donc là, est-ce que du coup, c'est pas la confirmation de notre tendance là? C'est de dire, on a peut-être une anomalie de cycle ici. Ça aurait peut-être pas dû rebaisser aussi fort normalement. Par rapport à la séquence à laquelle vous seriez habitué, normalement, bah ici, on n'aurait jamais dû baisser autant. Ou pas si longtemps. On aurait dû soit repartir plus vite. Par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, on est d'accord? Normalement, on finit par les cycles vendeurs. Donc là, on a consolidé profondément et assez longtemps pour finir un cycle vendeur. Donc il y a quand même des anomalies de séquence. Maintenant, est-ce que c'est du chaos? C'est de dire, est-ce que c'est des facteurs externes, etc. C'est possible aussi. On ne va pas non plus... voilà. Donc pour l'instant, on note les anomalies, donc on est prudent. On arrive sur notre deuxième zone de TP bientôt. Donc, on fait gaffe aux gestions du risque. Bon là, on fait quoi? On s'inquiète pas? Non, on s'inquiète pas. On trade en clôture au-dessus des contextes. Donc là, moi, je vois aucune clôture au-dessus du contexte. Donc là, c'est pas du tout la zone qui m'intéresse. C'est plus haut que ça va m'intéresser. Dès qu'on sera en train de clôturer au-dessus des 86, ça m'intéressera. Là, j'ai des alertes, donc ça veut dire clairement, je regarde les clôtures daily, mais c'est pas ici que ma zone spéculative se trouve. En tendance haussière, tu dois lâcher le plus haut possible. Hein. Mais oui, mais ça, c'est l'algo qui détecte juste qu'il y a une réaction de prix dans une zone qui pourrait être intéressante. Lui, c'est un algo, il est bête et méchant, il ne peut pas interpréter les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours que tu bosses. Ces trucs-là, c'est fait pour pouvoir mettre des alertes. Ça veut dire que si tu regardes pas cet actif tous les jours, tu mets des alertes, et là, pouf, tu as reçu une alerte qui te dit « Ah, ok ». Et là, tu fais ton travail. Tu regardes que tu es au-dessus, enfin, que tu es proche d'une zone où tu vas devoir faire une gestion du risque, donc tu es bien content que l'algo t'ait mis à jour. Tu regardes les gestions du risque. Bon, on est suracheté, mais dans une tendance haussière, le surachat, c'est normal, hein. Enfin, c'est la base. C'est même des éléments de confirmation, en fait, de tendance haussière. Donc, il y a bien une tendance haussière. Elle est validée, confirmée. J'ai éventuellement un premier suivi de tendance ici. Et en plus, je suis en vague 5 étendu. Moi, en récoltant ces infos, j'aime autant te dire qu'il est hors de question que je lâche des tokens à l'intérieur des contextes résistants. C'est au minimum au-dessus. Mais minimum, hein. Donc là, c'est pas ici que ça m'intéresse. Si je veux faire un TP, je ferai mon TP effectivement vers les 90. Et pour l'instant, j'ai aucune inquiétude sur la structure de prix, quoi. Voilà, ok. Donc là, bon, comme tu veux, hein, mais bon, si tu veux faire ton TP ici, moi, je peux comprendre, mais là, je me dirais, bon, peut-être un petit TP, ça serait pas débile. Là, je suis quand même, en ayant payé 35, je suis à 110, d'accord? Donc là, il y a quand même une belle hausse. Effectivement, par là, c'est peut-être pas débilos de commencer à penser qu'on est sur une vague 5 étendue, donc c'est excessif. On est quand même putain de loin des moyennes. Là, c'est pas trop débile de commencer à faire son TP. Et puis, je prépare déjà mon TP suivant. C'est-à-dire que là, si on va taper 137, là, on est tellement loin des moyennes que là, clairement, ici, j'ai un TP obligatoire. Donc après, c'est comme vous voulez. Soit ici, vous vous dites, bon, par là, ça commence à être sévère, donc je prends mon petit TP que j'avais prévu de faire à 90. Niveau gestion du risque, on est overload. Donc, effectivement, un petit 15% de TP, c'est pas débile, mais il ne faut pas non plus limiter les gains. Par contre, ici, si je ne prends pas de TP maintenant, je suis obligé de prendre un 137. Ça, c'est clair.
Ah oui, oui, là, c'est de dire, on est tellement loin maintenant des moyennes, on arrache les clôtures au-dessus des contextes, donc c'est bien excessif, j'ai bien la confirmation de ma vague 5 étendue, je sais que ça va se retourner en VTOP, donc il faut pas, alors c'est pas de dire je mets un TP 50% à 137, mais ici je mets au moins 20% de TP obligatoire, commencer à encaisser. J'ai déjà fait x3, et c'est une vague 5 étendue, donc je sais que le risque, c'est que plus j'essaie de tirer haut, plus je vais me manger un pullback vénère. D'accord, ça peut retracer vénère la vague 5 étendue. J'aurai toujours la troisième borne pour sortir derrière, ok. Mais celui qui attend trop dans une vague 5 étendue va se faire surprendre par le repli, et parfois la psychologie ici peut jouer fortement. Comme vous êtes à l'achat dans un marché qui monte très fort, le fait de voir le marché baisser très fort, ça va vous flinguer les neurones. Voilà, la psycho va lâcher. Donc attention, les vagues 5 étendues, ça nécessite beaucoup de rigueur psychologique. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire des TP plutôt que de chercher à la stratosphère. Voilà. Bon, là, c'est clairement un bon endroit pour commencer à s'y mettre. Donc là, on fait un petit TP tranquillou. On se lâche un petit 15%, il n'y a pas trop de signaux, mais on se prend un petit 15% de bénéf avec un beau x3, quoi. Ok, paf. Ici, je prends le reste du TP, je commence à réduire. Là, on est vraiment sur de l'excès. On est encore au-dessus des contextes. D'accord? Donc là, clairement, c'est le moment où moi, pour ma part, là, je pense qu'il faut commencer à réduire un peu la voilure. Là, on a de nouveau les cassures de cycle, on est bien sous les contextes, enfin au-dessus des contextes. Là, quand même, faut commencer à encaisser, quoi. Ok. D'accord, ça clôture toujours pas sous les contextes, mais ça freine. Ok. Bon, bah là, clairement, ça commence à vous dire, la vague 5 étendue, elle est plutôt sur la fin, là. Ok, on tient les clôtures, donc là, wow, on a un pullback, ok, c'est assez bizarre. Normalement, une vague 5 étendue, ça se retourne plus fort. D'accord? Donc là, pareil, re-anomalie, ça diverge un peu de la séquence habituelle. Normalement, vague 5 étendue, bah, vous prenez une quenelle. Là, vous avez des signaux de range mature, ça commence à ressembler à un pullback. On a des signaux de tendance sur le canal de tendance. Là, vous avez tous les éléments d'un pullback, hein. On a fini un cycle vendeur. Donc là, on finit le cycle vendeur, on clôture sous les 50% de contexte, on a des détections du contexte, des signaux de range mature, on a retracé plus de 23%. Donc là, vous avez tout pour, normalement, reprendre une tendance. Donc, est-ce qu'on le fait dans ce cas de figure-là? Est-ce qu'on trade le pullback? Ah ben surtout pas, voilà. Ta séquence de vague 5 étendue, elle a quand même largement validé sa structure. Donc, en vague 5 étendue, est-ce qu'on trade le pullback? Bah non, jamais, surtout pas. Donc là, vous êtes dans un des cas de figure où ça fait partie des 5% d'anomalie à la structure, où vous avez une magnifique vague 5 étendue qui, pour une raison X ou Y, va faire un pullback excès final. Mais il faut surtout jamais trader ce genre de truc, hein. Normalement, pour vous, c'était, comme on l'a dit, TP à 137, et au pire, vous aviez la troisième borne ici, après, pour le faire. Mais il fallait clairement, de chez clairement, vous barrer sur cette zone des 150$, hein. Normalement, ce genre de séquence, derrière, ça va vous retracer jusqu'à 70, etc. Et quand tu fais 140-70, bah, tout d'un coup, tes profits, tu dis « Ah, j'aurais bien aimé prendre là-haut ». Ça y remonte toujours. Je vous rappelle, la vague 5 étendue, c'est une tendance. Elle déplace la valeur. Donc, on reviendra chercher les niveaux résistants, mais ça met parfois pas mal de temps. Et surtout, la psycho, elle flanche en général. Parce que comme il faut attendre 3-4 ans avant que ça remonte, au bout d'un moment, vous allez dire « Ah, putain, bah, et puis vous allez vous démerder de sortir au milieu n'importe comment. Oui, mais les vagues 5 étendues, ça ne se produit pas comme mensuel, hein. Voilà. Et donc là, vous avez une séquence un peu chelou, là. Bon, à mon avis, c'est plutôt dû aux impressions monétaires et aux trucs comme ça. Là, vous avez mangé le Covid. Donc là, bam, le fameux gros pullback. Mais comme c'est vague 5 étendu, d'accord? Vague 5 étendu égale, si on revient taper les moyennes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à payer, hein. Voilà. Donc pour moi, ce truc-là, il a fini sa séquence en entier, sous forme de vague 5 étendu. Et là, le seul truc, c'est que depuis, bah, la seule chose qu'on a en rab, c'est que du coup, on a mangé le Covid, donc votre fameux repli en pullback très virulent, il est là, mais par contre, la valeur de cet actif, elle s'est bien maintenue autour des 120-130.
Là, vous avez un magnifique schéma de vague 5 étendu. Avec une petite anomalie sur le fait que... Ah voilà. Mais par contre, ici, celui qui aurait joué l'achat du pullback, je vous jure qu'un truc comme ça, statistiquement parlant, vous allez vous en prendre plein la gueule, beaucoup plus que vous gagnerez à acheter ce genre de pullback. Vague 5 étendu, jamais on paye le pullback. Hein. Voilà. Et on n'oublie pas de récupérer ses fucking profits. Ok? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette application ou pas? C'est vraiment un cas d'école de vague 5 étendu, ça. Hein. Mais vraiment le cas d'école. Hein. Et comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'un marché excessif qui s'éclate la gueule. C'est un marché qui stabilise sa valeur sur la zone d'arrivée. C'est vraiment la vague 5 étendue cas d'école. Je vais me l'enregistrer d'ailleurs parce que c'est pas mal du tout. Ah, voilà. Ok. Question, pas question? N'hésitez pas s'il y a des incompréhensions. Mais là, vraie belle séquence de vague 5 étendue, gros classico. Ok, bon, si c'est bon, c'est que tout va bien. L'autre truc que vous vouliez analyser, c'était quoi? Ah oui, SGRE. Quand vous faites vos exercices, commencez toujours par le daily, hein, quitte à remonter, etc. Mais vraiment, le but, c'est de partir du daily et de chercher les séquences. Alors, donc ici, on a quoi? Putain, mais pourquoi il met trois plombes le dashboard là? Allez, poteau, bouge-toi. Ah, merci. Ok, bon, c'est où la baston? Entre daily et hebdo, hein, là, il n'y a pas de doute. Donc, on est proche des bons time frames. Donc, c'est plutôt l'hebdo, moi, je dirais, là où ça se joue. Donc, on va aller en hebdo. Ok, bon, voilà, moi, j'ai pas besoin de chercher, j'ai l'histoire tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On a bien le range mature, donc on a une séquence de tendance. On doit s'assurer quand même de regarder le mensuel. Il n'y avait clairement pas assez d'historique ici, hein, donc on est bien sur l'hebdomadaire. On a bien la séquence, en tout cas le début de la séquence. Un beau range, bien visible, ok, bien mature. Ici, ça casse les cycles. Hein. On a les cassures, on tient les clôtures, etc. Le range est validé, confirmé ici. Donc là, on a appliqué le suivi de tendance. Et qu'est-ce qui vous arrive? Premier suivi de tendance. Et bam, stop loss. Merde. Qu'est-ce qui se passe? On revient visiter le niveau de breakout. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Comment ça, V5? Ah bah non. Non, 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 non. Ça, c'est pas une vague 5 étendue. C'est pas possible. Ça.
Là, tu as un range, ta tendance, elle commence ici. Il n'y a pas du tout l'anomalie de la moyenne comme on a pu le voir avant. Ça, c'est pas du tout une vague 5 étendue. Et non, faut pas me la mettre à toutes les sauces. Hein. Les structures alternatives de tendance, elles sont plus rares que la structure primaire, tout simplement parce que si vous me les sortez tout le temps, ça fonctionne pas. Là, il n'y a pas du tout la même séquence que tout à l'heure. Oui, voilà. Pour moi, c'est juste une tendance où t'en as pris plein la gueule, c'est tout. Ça arrive. C'est échec de tendance. Tu avais tous les éléments pour suivre ce truc-là. Moi, je te jure qu'un machin comme ça, j'hésiterais pas à acheter ça en pullback. Hein. Et je me prends un stop loss. Et si vous croyez que tout fonctionne 100% du temps, non. Voilà, là, tu as un beau cas typique de j'aurais pris un trade et j'aurais pris un stop. Ah, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Là, moi, je suis sûr que ça, je te le tradais à l'achat. Il n'y a aucun doute. Tu me repositionnes dans un truc pareil en temps réel, j'achèterai toujours ce genre de graphique. Quand tu revenais chercher le niveau de breakout. Alors, bien, mais t'es allé un peu trop vite. On va en parler après. D'abord, c'est de dire, par rapport à ce que tu aurais vu ici, c'est une tendance haussière. Il n'y a aucun doute, les moyennes s'installent, les cassures de cycle, machin, fuck, voilà, ça c'est le typico du truc où tu vas faire un suivi de tendance. Il n'y a aucun doute là-dessus, je suis sûr qu'on tape la moyenne. Donc ça, il n'y a aucun doute. Voilà, il n'y a pas de troisième, on vient frapper la moyenne. Moi, ça, je te dis, hein, j'ai aucun problème à te dire que quand j'ai ce genre de graphique, je paye là. Je cherche même pas à comprendre. On est sur le support, je paye la moyenne, terminé. Voilà. Moi, ça, c'est sûr et certain, j'aurais payé ici. Donc j'aurais acheté à 29, avec un stop loss sous le contexte du T supérieur et sous le support ici. Donc j'aurais mis mon stop loss là, vers 24. Voilà. Pas de doute, hein. Moi, c'était 29, stop loss 24, premier suivi de tendance, etc. Si j'arrive. Voilà. Et c'était OK. Et bam. Pas encore. Toujours pas. Tu vois, ça aurait mis du temps. Et là, bam. Voilà. Ici, stop loss avec le gap. Tu vois, là, je me mange le stop avec le gap. Ici, 22. Là, je vois bien qu'il y a un truc qui ne se passe pas correctement. Ça, s'il y a tendance, ça repart tout de suite. Là, on fait touchage de moyenne, puis troisième borne vendeuse, et ça valide en plus. Donc là, c'est mon marché qui était haussier commence à m'envoyer des signaux vendeurs. Pas bon du tout. Hein. Et je me mange un stop loss. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Là, je sais déjà là que ça va plus. Que la tendance, elle commence à sentir mauvais. Donc là, si je reviens sur l'UT au-dessus, bon, ça commence à avoir une sale gueule pour une tendance. Hein. Enfin. Mais non, tu peux pas sortir avant. Ne faites jamais ça. On s'en fout. Suivi de tendance, c'est tu prends ton trade et t'intellectualises pas le bordel. Hein. Ça marche pas 100% du temps. Mais comme tu gagnes 1 pour 5, il faut que tu te chies 5 fois de suite pour pas gagner d'argent avec un suivi de tendance. Donc là, malheureusement, voilà, bah, tu as un actif qui fait haussier-baissier. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà. Donc là, à défaut, stratégie number one, tu repasses en neuneu. Si tu veux acheter encore ce truc, c'est neuneu. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Tu peux vraiment pas faire autrement. Donc, le Fibo 76 est là. Donc, tes achats neuneux sont réalisés à 15 $. Mais par contre, le stop loss, c'est la taille du canal de tendance. Là. Donc, t'es en spot, quoi. On est d'accord. Là, ça veut dire t'achètes neuneu en spot. Ah, pratiquement, disons, tu as un stop loss à 3 $. Donc, bon, ici, c'est zéro. Donc, bah, ça, maintenant, si tu veux l'acheter, c'est stratégie neuneu. Je vous rappelle que les stratégies neuneu, c'est de dire, et j'intellectualise pas trop le truc, et surtout, posez-vous toujours la question, pourquoi vous faites ça? Si vous tradez neuneu, c'est que vous avez rien de mieux à faire. Donc, moi, je pense encore une fois qu'il faut vraiment avoir une forte conviction acheteuse sur SGRE, avoir une raison de le mettre en portefeuille, etc. Et si on veut absolument le faire, dans ce cas-là, OK, ici. Admettons donc que ça marche. C'est là où Pilou avait raison tout à l'heure, mais t'es 3 coups en avance, donc fais vraiment gaffe avec cette envie de vouloir prédire l'avenir. Regarde surtout ce que tu as aujourd'hui. Ce que tu as aujourd'hui, c'est une tendance qui a échoué. Point. Et qui revient visiter son niveau de breakout. Mais si tu veux t'amuser à jouer la séquence futuriste, c'est toujours bien d'avoir un coup d'avance, mais attention à ne pas le transformer ça en vision du futur. Ça veut dire que tu as des éléments qui t'invitent à dire « Ah, si ça se reprend, voilà à quoi ça risque de ressembler. » Une tendance qui échoue, qu'est-ce que ça produit? Si ça recommence.
si ça redémarre, si ça repart en tendance. Donc admettons ici, si on repart, si on arrive à réatteindre l'ancienne ATH, qu'est-ce que ça te dit? Ah, intéressant slide. Ben, pousse un peu plus. Justement, la tendance UT+1 doit commencer tout de suite à te dire je sais pas. Alors ouais, peut-être, mais c'est bien de voir déjà qu'il y a eu un bout de tendance daily qui a échoué. C'est là où les structures alternatives arrivent. Alors, la tendance de degré supérieur, effectivement, ça sera une hypothèse. Mais là, ce que vous devez capter, c'est que ce qui a le plus de chances de se produire, c'est pas de venir frapper des bornes de range sur l'UT supérieur. C'est-à-dire que si votre marché il fait ça et qu'il range en hebdo avant de breaker, dans ce cas-là, oui, vous suivez une séquence, vous suivrez une séquence mensuelle. On est en hebdo là, ok? Ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que là, si vous faites 4 bornes en mensuel, clairement, il faudra taper la tendance mensuelle. Mais là, vous avez une première tendance hebdomadaire qui était quand même visible et qui s'est mangé une douille, qui est revenu visiter le niveau de breakout. Ça, dans votre tête, ça doit dire ça sent quand même le bordel d'une vague 5 étendue classico. Ça veut dire que si réellement il y a tendance sur ce truc, il y a de fortes chances que la structure primaire soit alternative. C'est-à-dire que votre deuxième shoot de tendance, si ça vient ici et que ça arrive à faire un ATH, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui a beaucoup de chances de se produire? Bien sûr, tu peux trader en breakout sur l'ATH. Mais justement, c'est là où vous devez avoir vos outils qui vous disent « Hey, j'ai déjà eu un breakout qui s'est mangé une quenelle. » Donc, si je m'amuse à trader le deuxième breakout, je vais être très prudent, par exemple, sur le premier suivi de tendance. Je vais éviter de jouer le suivi de tendance. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que ça produise un deuxième faux breakout. Et qu'on revienne effectivement overlapper ici, et que peut-être le troisième breakout sera le bon. Voilà. Donc, ce que ça vous dit, c'est que si vous tradez ce breakout ici, mollo sur le suivi de tendance. Parce qu'on a des anomalies de séquence en hebdomadaire. Donc, restons prudents. Ça marche? C'est hyper important, hein, ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça, ça veut dire qu'ici, il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse de la tendance sur un degré supérieur, effectivement, il faut la garder comme viable. Et voir ces anomalies de séquence qui vous laissent à penser que si la séquence continue de se développer comme ça, c'est que vous allez avoir une vague 5 étendue. Mais le problème des vagues 5 étendues, encore une fois, c'est que la structure préliminaire est très longue, donc c'est chiant, il faut holder, il faut tenir la psycho, etc. Et surtout, elle est potentielle jusqu'à la fin. La vague 5 étendue, vous n'en profitez qu'à ce moment-là, qu'au moment où ça réattaque l'ATH. La troisième fois. C'est-à-dire que tout le monde est épuisé derrière parce que tout le monde attend depuis 3 plombes, etc., etc. OK? Donc, le problème de la vague 5 étendue, c'est la psycho. C'est que la plupart du temps, vous allez lâcher avant parce que c'est trop long, que ça ne se passe pas comme vous voudriez, etc. Et tout ça, tout ça, tout ça. Donc, vague 5 étendue, le problème du truc en plus de ça, c'est qu'il n'y a aucune garantie que ça repète. Vous allez avoir plein de cas de figure où ça fait ça, 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 et puis après, ça va faire ça et ça. Voilà. Et ça va juste être un gros range sur l'UT supérieur. Autrement dit, il n'y a pas de capacité à déplacer la valeur, donc il n'y aura pas de tendance. Pas de déplacement de valeur, pas de tendance. Ok, surtout quand on est sur des UT hebdo et mensuels comme ça, on ne peut pas créer des tendances ex nihilo. La tendance, elle est forcément alliée à un déplacement de la valeur. C'est pour ça que je vous ai fait les émissions, par exemple, sur les BNB, les machins, etc., et les atomes. Atom, il n'y aura pas de vague 5 étendue si le coût de shared security, ça ne marche pas. Il faut forcément que ce truc-là fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas de vague 5 étendue. Parce qu'on ne peut pas déplacer les prix en hebdomadaire sans raison réelle, fondamentale. La spéculation ne va pas sur les time frames aussi larges. Parce que ça nécessite d'immobiliser du capital, etc. Et donc, ça peut être associé qu'à des déplacements de valeur. Bon, il y a des exceptions à toutes les règles, par exemple Dogecoin, mais voilà, on ne peut pas faire de généralité à 100% des cas, il y a toujours des exceptions à la règle, mais il ne faut pas essayer de fantasmer sur l'exception. Au contraire, vous, votre travail en tant que trader, c'est d'appliquer la règle.
et de ne pas vous focaliser sur l'exception. MCD, oui. Alors attends, je fais GTT dans l'ordre pour voir si effectivement c'est bien le même truc. Oui, 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 oui. Alors là, j'aurais aimé quand même que ça travaille un petit peu plus sur l'hebdomadaire. Mais bon, c'est pas trop mal. Attends, putain, mais j'ai mes flèches là. Donc, disons que là, la troisième, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus travaillée, au moins à ce niveau-là. Mais bon, restons sur ce truc-là. Le mensuel, il n'y a pas assez d'historique, on est d'accord. Donc, c'est bien hebdomadaire pour la séquence. Le range n'est pas fou furieusement beau, hein, mais bon, ça fait le taf, quoi. Le breakout se situerait à peu près par là, du coup. C'est là où on arrive à casser les cycles et tout. Donc, le breakout serait par là. Le range à reporter, c'est tout ça. Donc, on dirait valider, confirmer à peu près par là. Premier suivi de tendance ici. À vue de nez, je te dirais deuxième par là. Divergence, pullback en cours. Donc, il resterait un excès final sur ce truc-là à faire. Non, pour moi, rien à voir. Ça, c'est plus anomalie liée au Covid, hein. Enfin, là, je suis d'accord, hein, qu'il y a une anomalie ici. Donc effectivement, vous allez me dire, ouais, mais le pullback est vénère, on est revenu visiter le niveau de breakout. Ouais, mais d'une, on n'y tient pas les clôtures. De deux, il y a un catalyseur externe. Oui, oui, c'est hyper profond pour un pullback, mais c'est vraiment le cas de figure Covid, excès, Black Swan, quoi. Bon. Donc là, c'est plus de dire, oui, clairement, il y a une anomalie ici. Mais regardez toujours où se produisent les clôtures. D'accord? Donc là, la clôture de contexte, non, ça, je dirais, elle s'est produite là. Donc, ouais, ok, non. Autant pour moi, c'est quand même vraiment vénère comme pullback. Il n'y a rien à dire. Mais ici, bon, bah, on a une explication factorielle qui est externe aux volontés de marché. Donc, moi, à mon avis, sans le Covid, un truc comme ça aurait sans problème fait un petit pullback tranquillou. Et puis on serait reparti. Donc là, c'est plus de dire, on a renormalisé le Covid, mais regardez, on n'est jamais passé sous les moyennes, etc. Donc on a revisité le niveau de breakout. C'est plus de dire que bah, là, si tu t'es mangé un stop loss, c'est dommage. Mais théoriquement, pour moi, il y a le premier suivi de tendance ici et le deuxième là, ce qui fait que là, de toute façon, tu devais récupérer tes profits sur la divergence. Tu avais un magnifique signal. Pour moi, la gestion du risque sur ce truc-là était facile à faire. C'est-à-dire que si j'avais gardé un reliquat acheteur ici, ce qui aurait franchement été le cas, ici, franchement, j'aurais transpiré ma race. C'est de dire, j'aurais été, ah putain, qu'est-ce qui se passe, fait chier. Et si j'avais mis mon stop loss ici à break-even, ce qui aurait probablement été le cas, je me serais peut-être fait stopper ici. Sans perte, hein, à break-even, mais j'aurais perdu des gains à cause du compte Covid. Maintenant, bon, un truc comme le Covid, quand tu le vis en temps réel, j'avais quand même un mois pour le voir venir. Donc ici, c'est plus de dire, j'aurais probablement retiré le stop loss et pris le risque. Ou je sais pas, voilà. Mais dans tous les cas, la gestion du risque pour moi ici, c'était impossible de prendre une perte sur un truc comme ça. Tu pouvais perdre des gains, mais pas une perte. Parce que la gestion du risque était hyper propre. Donc, ben, disons que le pullback est un peu long derrière, dû au fait qu'il faut manger, enfin, il faut restabiliser post-Covid. Mais il y a une belle troisième borne, elle est plutôt de nature neutre. Donc maintenant qu'on la répète, ça c'est un excès final. Donc là, bah, ça va réinstaller un ATH, etc. Les zones spéculatives, elle est par là. On attend encore une fois des cassures de cycle, donc c'est de dire ça va faire un truc comme ça, et puis paf, et voilà. Et là, on prend ses profits, terminé, fin de la séquence, et on passe à autre chose. Donc là, de toute façon, tu dois plus être en levier. Mais tu dois rester acheteur de ce marché. Il y a encore du potentiel haussier. Ça marche? Mais ça n'a rien à voir avec l'autre truc, hein. Bon, je suis d'accord que la séquence est un peu foireuse. C'est pas une séquence parfaite. Mais tu vois que elle est quand même là. C'est juste dire, là, la seule chose qui me choque, moi, c'est le Covid. Tout le reste, c'est vraiment une séquence de base, quoi. Et du coup, le déplacement de valeur est pas fou furieux, quoi. C'est de dire, là, on a déjà fait le pullback, donc au final, on est passé de 40 à 80. Donc il n'y a pas non plus un déplacement de valeur de fils de pute, probablement parce que ce truc-là doit lâcher un max de dividendes ou un truc comme ça. Ah, CQFD. Ah non, 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 j'allais dire CQFD, mais non, non. Ça lâche un peu de dividendes, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Mais ça lâche du dividende, ça c'est sûr.
Ah non, non, non. Alors, l'excès final, c'est maximum ratio 1 pour 1. Ça veut dire que là, tu prends tout ton range de pullback, d'accord? Ça veut dire que là, ton excès final, où tu vas sortir, donc l'excès final, règle de l'excès final, on accélère à travers les contextes, on est au-dessus des contextes de l'UT supérieure, on est au-dessus du point haut de la divergence, ok? Et dès qu'on va avoir des signaux aux vendeurs, on prend des TP. Point, tout. Ouais, c'est-à-dire, on sort dès qu'on a des alertes vendeuses au-dessus du contexte précédent, etc. Mais dans tous les cas, un excès final ne doit jamais dépasser, ok, le report du range, du range ici. Donc là, si je prends la plus basse clôture, on est effectivement ici. Donc au maximum, ce truc-là peut aller à 138. Donc ce que ça me dit par contre, c'est que ici, je mets une fucking limite. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, maintenant que je sais que je suis en séquence excès final, ok, le seul truc que je sais, c'est que dans tous les cas, j'ai une limite pour récupérer tous mes profits à 138. Si le marché va à 138, j'ai pris tous mes gains, je suis au maximum de ce que je peux espérer avec l'excès final. Et si je veux shorter, je short. Pour ceux qui veulent trader en reverse, le report 1 pour 1 du pullback, c'est la zone où tu short. Hein. Voilà. C'est de dire, si on va là-haut, il faut y aller, quoi. À condition de ne pas avoir d'excès de marché et tout ça. Hein. Attention, le trading en reverse, c'est pas juste j'y vais les doigts dans le nez, c'est facile. Hein. Je vous rappelle, tous les trades expérimentés, c'est toujours plus compliqué que... Voilà. Mais il y a une zone spéculative ici pour du trader en reverse. Comment on fait ça? On va clairement pas en parler aujourd'hui. OK? T'es pas le seul à confondre le ratio 1 pour 1, hein, Pilou. Mais attention à pas faire l'erreur quand tu trades. Hein. C'est juste de dire, le ratio 1 pour 1 du pullback, c'est la limite maximale autorisée pour un prix de pullback, pour un prix d'excès final. Donc c'est toi, tu dois jamais aller au-dessus de ça en termes d'objectif pour ton excès final. Voilà. C'est là où tu positionnes ta limite. Mais l'excès final, c'est toujours un pilotage manuel. C'est, je vais mettre mon alerte. Donc tiens, d'ailleurs, on va faire un petit point sur les alertes. D'accord? Donc quand vous mettez des alertes, c'est pas compliqué. Alors bah là, non, on va pas prendre celle-là, puisqu'on va donc mettre direct une alerte de contexte. Vous faites alerte, framework. Vous allez faire bearish only, puisque là, je veux juste être alerté de tout ce qui va être baissier. OK? Soit vous faites only once. C'est bien parce que dans ce cas-là, ça vous alerte avant la clôture de la bougie, ce qui vous fait gagner un peu de temps. Mais n'oubliez pas que ça vous permet de voir la gestion du risque, etc. Est-ce qu'il y a réellement des raisons de sortir par là? Sinon, on agit normalement sur les clôtures. Donc, si vous voulez être alerté des replis potentiels non clôturés, vous mettez ça. Mais dans tous les cas, si l'alerte clôture avec des signaux, vous êtes obligé de vous barrer. Hein. Voilà. Donc, vous modulez ça comme vous voulez, mais voilà, vous foutez ça, vous mettez, hop, TP, excès final, mon bidule, machin, truc ça, vous mettez une alerte à la con, etc. et terminé. Voilà, hop. Ça marche? Il y a plusieurs façons de faire. L'autre façon de faire que vous pouvez utiliser en alerte, c'est d'aller par exemple sur le time frame inférieur et de remettre l'alerte ici. C'est-à-dire vous faites la même chose, mais en daily. Vous mettez framework, bearish à la clôture. Ce qui fait que là, dès que vous avez des alertes vendeuses en daily, ça va vous permettre d'anticiper les signaux hebdomadaires, par exemple. Je vous donne des astuces, quoi. Anticiper veut dire, prenez bien le temps de vous rappeler que la séquence de référence est en hebdomadaire, donc en allant en daily, vous avez des alertes plus agressives, mais attention à ne pas anticiper trop non plus. Hein, voilà. C'est plus sensible en allant sur le time frame inférieur. L'alerte se déclenchera plus facilement, ce qui vous permettra de déclencher vos actions plus rapidement, mais c'est toujours un couteau à double tranchant. Vous prenez du risque, donc attention à ne pas prendre des actions de gestion du risque trop radicales. Si vous déclenchez vos TP sur le daily en fin de séquence hebdomadaire, ne prenez pas des TP de 50%. Enfin, voilà, réduisez un peu la taille du TP. Si vous anticipez le TP, d'accord, ça veut dire que vous cherchez à sortir en avance, essayez de moduler un peu. Vous prenez des TP de 25%, quitte à représenter plusieurs TP de 25% jusqu'à ce que vous ayez clôturé toute la position. OK? Et à partir du moment où où l'hebdomadaire clôture un signal vendeur, vous devez être out. 100%. OK? Donc, si vous voulez faire des TP partiels de 25% pour anticiper la clôture hebdomadaire, moi, c'est comme ça que je bosse. Mais chacun son deal. OK? Chacun son style. Mais si vous voulez anticiper, il faut toujours des règles. Si vous anticipez en mode « je sens que ça va se replier », oh bordel! Non!
Jamais bosser comme ça. Vos sentiments, ça doit jamais déclencher une action. Toujours des freins entre l'action et la réflexion. Enfin, et l'émotion. L'émotion, elle peut déclencher une réflexion qui va déclencher une action, mais vous devez toujours suivre la même règle de réflexion. Fucking stratégie. Hein. Donc, mettez toujours des règles partout. C'est la règle, et c'est la base pour détruire tout comportement émotif. MCD, du coup, on l'a fait, MCD? Je sais plus. Non, on l'avait pas fait. Bon, on finit McDonald's et après, on passera au range parce qu'il est bientôt 1h. Si vous avez des questions, vous le dites, les gars. Hein, c'est toujours pareil, c'est en partageant vos retours que ces lives sont intéressants. Parce que moi, je sais pas. Ouf, bordel. Alors, normalement, vous commencez en daily. Donc, commençons en daily. Et analysons cette séquence. Donc, déjà, tendance daily. Ça commence fort. Donc, on est en tendance en daily. OK. On est en tendance en mensuel. Attention, ça sent la séquence multi-time frame. Donc déjà, là, demandez l'aide d'un expert, quoi qu'il arrive. Mais surtout, bordel, c'est quoi ces anomalies, what the fuck? Ça déjà, putain, c'est rare. Hein. Enfin, j'ai rarement vu ce genre d'enchevêtrement. C'est le bordel. Là, pour trouver la séquence, déjà, ça sent la mouille. Pardon, hein, mais ça sent la merde. Voilà. J'ai beaucoup de contradictions aussi herbaissières, donc il va falloir que j'aille décortiquer le merdier en daily et en mensuel. Ah, ça c'est sûr. Donc en daily, on va commencer par ça. C'est le foutoir là, on est bien d'accord. J'ai un pseudo truc en tendance haussière, on est sous les contextes, ça je sais pas ce que c'est. Bon, enfin c'est le Covid. Est-ce que je cherche à aller plus loin là? On est d'accord. Le daily c'est le bordel, donc je vais pas chercher plus loin. Tout ce que je vois, c'est qu'il y avait bien une tendance de fond sur le daily. Mais franchement, voilà quoi. Donc là, je vais même aller carrément UT plus 2. Hein. Ok, voilà, bon, est-ce que j'avais besoin de me faire chier en daily, à perdre 3 heures pour essayer d'analyser une séquence à la con? On est d'accord que non. Tout de suite, c'est là l'anomalie, hein. Là, il n'y a pas de doute. Ok, donc en mensuel, c'est quoi ce bordel? Alors j'enlève le prix, hein. C'est quoi ça? C'est une tendance? Voilà, dans tous les cas, excès. Donc dès le début, je vous ai dit, de toute façon, ici, il faut demander à un expérimenté. Ça n'est pas forcément une bulle, c'était le piège. Donc, vous ne savez pas si c'est une bulle ou un excès. Vous savez juste que c'est au moins excessif et que ça requiert de toute façon à un expérimenté ici de venir pour foutre les doigts dedans. Tradez jamais tout ça tout seul, en tant que jaune, vert, encore moins. D'accord? Ça veut juste dire, quoi qu'il se passe ici, c'est probablement plus compliqué que ce que ça veut. Enfin, voilà. Il y a peut-être des raisons qui peuvent expliquer les excès, c'est peut-être des bulles, etc. Mais ces méthodologies à appliquer ici, c'est le bordel. Bon, vous voulez que j'analyse McDonald's? Mais par contre, vous ne tradez pas ça. Ok? Je vous l'analyse pour vous dire si c'est justement une bulle ou un excès, mais on va pas trop loin là-dessus. Bon, donc, ici, de toute façon, la première des choses, c'est d'aller regarder la séquence de base. Est-ce qu'il y a bien eu un range? Ok, pas de sous-side. J'ai bien mon range ici. Donc la séquence tendancielle mensuelle, elle est justifiée ici. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ici, on est bien. On a un beau range. Ok. Viens la saloperie. Ok. Un beau range mensuel. Gros triangle. Pas de souci. On a bien les gestions du risque en plus sur la troisième borne. C'est plutôt pas mal. Donc ici, sortie haussière, cassure de cycle, clôture, cassure de... bref, et moyenne qui s'installe derrière. Report de range à peu près par là. Donc... tendance, validé, confirmé, premier suivi de tendance. Oh bordel, déjà ça commence à être vénère, hein. C'est-à-dire regarde la distance entre le premier suivi de tendance et le deuxième. Ça secoue les chaumières, hein. Donc moi je dirais premier suivi de tendance là, deuxième là, divergence. Donc là je me placerai en mode, ok je devrais avoir un pullback, sauf que j'en ai pas. Donc là déjà je commence à me dire, oh putain c'est quoi ce bordel? Ça commence à être un petit peu vénère. Là, ici, j'ai déboîtage des contextes 2 fois de suite, 3 fois de suite. Là, je me dis, oh putain, c'est excessif. Là ici, tu n'as aucune autre conclusion que c'est excessif. Là, on aurait dû avoir un pullback à partir des 7-8 dollars. Là, ça aurait dû pullbacker par là. Et on tient aucune clôture sous les 50% de contexte. On finit pas les cycles, etc., etc.
On a des exits à chaque fois qui disent que ça devrait prendre des fucking profits et que à chaque fois qu'il y a une gestion du risque vendeuse, ça veut pas. Non, non, là, ça veut juste dire, je sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, ça requiert des compétences expérimentées. Bon, maintenant, je vous le dis direct, moi, le premier truc que je ferai ici, c'est que je me dis, bon, déjà, est-ce que c'est une boîte qui fait des bénéfices? Parce que si ça se trouve, si les bénéfices sont en croissance exponentielle, c'est peut-être normal que le prix monte de façon débile. Donc déjà, est-ce qu'il va y avoir un lien avec le réel? C'est le premier truc à faire pour écarter la bulle. Donc là, je te ferai par exemple un net income, si on les a et on les a pas. Bon, dommage. Mais bon, bah, en l'occurrence, McDo, les bénéfices suivaient. Hein, donc, merde. Attends, j'ai peur de faire une connerie. Bon, je vais juste faire ça, ça devrait faire le taf. Ok. Donc là, déjà, j'ai des anomalies, ok, il n'y a pas de souci. J'attends toujours un pullback, mais bon, c'est plutôt de dire sur ce truc-là, si j'ai un pullback, je l'achète. Hein. C'est de dire, je ne vais pas nécessairement pleurer, je reste à l'achat de ce truc, j'ai pris mes 2 suivis de tendance, j'ai récupéré un profit partiel ici et je me laisse porter, j'attends mon pullback. Peut-être qu'il va arriver après, il n'y a pas de doute, hein, ça peut arriver aussi. Donc là, ah, ça y est, je commence à tenir des clôtures doucement, encore sous les 50% de contexte, mais j'arrive toujours pas à laisser le temps au vendeur de finir un cycle. Donc, ça ressemble à un pullback, mais il faut encore prendre du temps. Là, ça commence à être pas mal. Et non, putain, ça rebondit, mais ils font chier ces boules, cassent les couilles. Ça veut pas faire de pullback. Donc, les résultats ont plutôt intérêt à être super sexy pour justifier les hausses de valo, parce que là, le pullback, il est loin. Mais rappelez-vous, le pullback, ça veut dire que la tendance s'arrête. Enfin, s'arrête. Ça veut dire qu'on arrive sur la target de la tendance. Rappelle, la tendance, ça déplace la valeur de la zone A à la zone B. Donc, les tendances peuvent être excessives parce qu'on est constamment surpris, par exemple, par une hausse des bénéfices paraboliques. Hein, s'ils font 30% de croissance du bénéfice tous les ans depuis 10 ans, c'est normal que le prix monte vénère. Hein. C'est juste que la probabilité que ça se produise, c'est très rare. Et surtout, la soutenabilité d'un rythme de croissance élevé est assez faible. Enfin, est assez difficile à obtenir. Puisque la croissance perpétuelle n'existe pas, je vous le rappelle. Un rythme de croissance perpétuelle, ça produit des paraboles. Donc, toujours fucking pas de pullback. Donc là, niveau structure, je me dis, bon, ben là, ça a plutôt intérêt à être effectivement très soutenu par les valorisations. Bon, ce qui est le cas dans le cas de McDonald's, on va pas se mentir. Mais j'attends toujours mon pullback. À ce stade-là, je ne connais pas l'avenir, mais je connais ma séquence. Je vois qu'elle est excessive, mais par contre, les hausses de valorisation sont justifiées. Donc là, ben, je me laisse porter, Coco. Hein. Par contre, est-ce que je m'amuse à faire des suivis de tendance encore là? On est d'accord que non. Voilà, on suit toujours sa séquence. On se laisse porter parce que dans tous les cas, on sait que même si ce marché est excessif, on n'a pas de séquence alternative qui nous permette de trader quoi que ce soit. La justification ici de l'excès vient d'une croissance du bénéfice de nique sa mère la pute. Donc là, bah, le seul truc que tu fais, c'est que tant que les bénéfices continuent de monter avec les prix, bah, tu te laisses porter. Ça commence à devenir excessif. Donc tu sais que par contre, il faut t'attendre à un pullback vénère, mais tu restes à l'achat. Ça veut juste dire que là, en gros, en termes de pullback, si par exemple on arrive à finir un cycle vendeur à juste 23% de retracement, tu vas y réfléchir à 2 fois avant d'acheter le pullback. C'est surtout de dire qu'ici, tu t'attends à, hop, tu vois, tu laisses traîner des ordres très bas. Par exemple, là, si tu as un repli vénère, par exemple, un crack, bah, c'est typiquement le genre de truc où là, oui, tu laisses traîner des ordres sur les fibos profonds, quoi. Tu vois, de dire, si ça me propose du McDonald's à 10 $, tu prends, quoi, tu vois. C'est le typique de, c'est tellement excessif que tu t'attends à un pullback violent en plaçant des ordres très bas au cas où ça passe, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je traderais ce truc-là. Donc là, bah, tu te dis, je me tiens prêt parce que je sens que je peux prendre une quenelle, mais je ne vais pas nécessairement... voilà, tant que les bénéfices sont là, la hausse de prix sera pas si injustifiée que ça. Oh là là, puis ça continue, hein, c'est un truc de vénère. Hein. Alors là, ça commence à quand même être moins sexy en gestion du risque. On a un rejet double top, on a une gestion vendeuse en TP. Donc là, moi, je me dirais, canal de tendance égale take profit. Si on y va. Ok, hop, hop, hop. Voilà. Moi, take profit, là, tout de suite, je ne vais pas chercher plus loin. Je commence à avoir des ralentissements. Ça pue la divergence sur l'unité supérieure.
c'est de dire, au final, il y avait une première divergence ici, le marché n'a rien à foutre, mais là, on en refait une, et celle-là, je peux vous dire que là, moi, je fais TP. Hein. Voilà. Donc là, TP partiel, et on attend le pullback. Voyons si cette fois, il veut bien se produire. Eh ben non. Allez, toujours pas de pullback. Et nique sa mère, quand même. Là, ça commence à devenir vénère. Donc là, attention, là, c'est de dire, je sais pas ce que font les bénéfices, mais là, ça commence à sentir la bulle spéculative. Donc là, il faut étudier le bordel, il faut essayer de voir. Bon, il y a toujours du volume, donc voilà. Ah non, là, voilà, le volume commence à s'effondrer. Donc là, je commence à faire gaffe. Là, c'est vraiment de dire, à mon avis, on n'est plus vraiment nécessairement sur un soutien des bénéfices. Là, ça commence à sentir la bulle. Il n'y a qu'à voir la durée du truc. Il n'y a aucun momentum inférieur à zéro. Là, ça commence franchement à prendre la stratégie de la bulle, quoi. C'est de dire, le range de base était à 1$. Là, on est quoi, 40. Ça a mis 40 ans. Mais restons rationnels. Là, à ce stade-là, on est aux années 2000, c'est la bulle spéculative, tous les actifs financiers, c'est to the moon, etc. Bref, là, quand même, à un moment donné, tu commences à te dire que si tu as pris x40, il faut peut-être quand même commencer à penser à la porte de sortie. Donc là, moi, j'attendrai effectivement le gros pullback de la crise classique des 2000. Donc là, tu attends sagement hein, que ça se prenne une belle douille. Ok, pullback, on y est. Bon, donc là, tu as les premiers signaux de pullback. Est-ce que tu payes ça? Oui, non, tous? Alors oui, mais doucement, hein, parce que là, quand même, en termes de retracement Fibo, on est sur du 50%. Bon, les 50, c'est quand même profond. Ok. Donc là, oui, le Fibo 50, je veux bien. On a les accélérations baissières, les gestions du risque, l'algo qui détecte. Bon, why not? Franchement, why not? Mais par contre, on met pas 2% de risque sur un truc pareil, quoi. Mais non, tu joues pas le dead cat bounce. Alors oui, il faut justifier le fait que ce soit une bulle ou pas, mais là, effectivement, oui, normalement, sur un truc comme ça, si tu achètes le pullback, là, tu prends un TP ici, c'est clair, quoi. Enfin, tu prendras un TP sur la troisième borne. Ah, ça va un peu plus bas, normalement, oui, quand même. Non. Voilà, un peu plus bas. Ok, là, pouf, voilà, je paierai la moyenne. D'accord? Donc là, je mettrai par exemple 1% de risque et 1% de risque. Mais je sais que ça, de toute façon, à moins que ce soit une bulle, mais même si c'est une bulle, il faudra remonter faire le dead cat bounce. Là, on s'est mangé moins 68 hein, depuis le sommet quand même. Donc là, c'est de dire, effectivement, l'excès est bien corrigé. Si ça, c'était pas une bulle, c'est-à-dire il y a quand même eu suite des bénéfices, et si les bénéfices sont toujours à peu près là, bah, je pense que ce truc-là devrait remonter chercher une troisième. Ok, je me reprends un petit dans la gueule, mais ça passe. Ok. Donc là, on repasse au-dessus de mes prix de revient, donc je fais des bénéfices. Et là, attention, on commence à se propager sur la troisième. Là. Donc là, tout le monde commence à se dire, c'est bon, c'est fini, c'est le retour à l'an 40. Là, oups là, moi, je commence à encaisser mes bénéfices. Ok, TP. J'ai des signaux vendeurs en plus. Hein. Donc là, j'aime autant te dire que je récupère mes profits et je ne commence pas à faire le mariole. Hein. Donc là, voilà, mais on peut rester aussi sur un truc comme ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme le marché a été très excessif, le pullback l'est tout autant. Hein. Ok, en plus là, chaque bougie est un moins. Hein, mais... Ok, et l'excès final dans la foulée. Donc là, attention, on cherche les cassures de cycle. Il n'y en a pas encore, mais ça va arriver. Donc là, hein, tout ce qui est débordement des contextes, on le voit que ça va casser les cycles. Là, 70$ égale, oh boy, vous commencez à se calmos. Hein. Voilà, hop, ça tient pas. Donc, TP, terminé, goodbye. Moi, ici, j'arrête de trader ce truc-là. C'est de dire, à ce stade-là, j'ai une séquence complète et excessive. Je ne cherche pas à viser plus loin. Là, t'as encore, c'est de dire, si tu n'as pas pris ton TP ici à 66, de toute façon, là, tu es en train de sortir au maximum. Moi, perso, je serais déjà sorti là et je ne veux plus savoir le reste. Et ben alors, qu'est-ce qu'ils font? Ça vend pas? Ben alors? Voilà. Bon, bah là, après, moi, je te dis, je sais pas, hein, mais je t'analyse la fameuse séquence de ce truc. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais perso, voilà. Moi, je serais que j'aurais pas tradé au-dessus de 70$ ce truc-là. Et je ne sais pas ce que c'est. Hein.
on va y arriver. Doucement, en temps réel, on se rapproche. Bon, là, à mon avis, de toute façon, elle va se prendre une douillasse, celle-là, avec le Covid. Mais donc, vous voyez, hein, qu'est-ce qui se passe? Ben, on repart sur une séquence de tendance. Donc là, à ce stade-là, il ne reste plus qu'une chose. C'est soit on est en tendance trimestrielle, c'est-à-dire tendance sur l'UT supérieur. Bon, moi, j'ai pas les arguments, hein. Pour moi, le range, il est vraiment mensuel, hein, pas trimestriel. Donc, voilà, navré, hein, moi, je ne peux pas. Là, c'est juste, bah, soit c'est les bénéfices qui justifient ça, mais j'ai deux séquences de tendance, l'une après l'autre, non séparées par un range. Donc, navré les cocos, moi, je ne peux pas suivre des tendances qui n'existent pas. Enfin, qui n'existent pas. C'est autre chose qui drive ce marché. Ah, moi, ça, putain, ça s'est pas arrêté, hein. C'est de la folie furieuse, McDonald's. Donc, moi, je sais pas, j'ai deux séquences de tendance, non séparées par un range. Je ne peux pas faire de miracle. Donc, bah, McDonald's, pour moi, je me pose aujourd'hui la question, combien ça se paye par rapport aux bénéfices et des trucs comme ça. Voilà, enfin, tu vois, on est à 24 sur le PER, hein. Pour ma part, hein, pour une action qui distribue des dividendes, 24 fois les bénéfices, et ça distribue 2% de dividendes, c'est hors de prix. Enfin, je veux pas te mentir, pour moi, c'est une bulle McDonald's, hein. Enfin, je sais que j'achèterai pas ça, quoi. Je sais pas combien ça vaut, ce truc-là. J'ai tellement d'anomalies de structure. Théoriquement, ce truc, ça vaut l'infini jusqu'au jour où les gens vont commencer à vendre. Et les volumes descendent. Il faudrait que j'étudie les résultats de l'entreprise maintenant. Mais là, pour le coup, je commencerai à me diriger de plus en plus vers le schéma d'une bulle, oui. Voilà, regarde, les bénéfices descendent, les prix montent. Navré, hein, mais ça, c'est la bulle spéculative. Ça, ici, c'était excès, pullback, excès final. Pour moi, tout ce qui est au-dessus de 70 $, c'est de la bulle spéculative. Plus les prix montent, plus les volumes descendent, en même temps que les bénéfices se contractent. Navré, les gars, bulle spéculative, affligeante sur McDonald's. Donc, bah, stratégie de la trendline et des trucs comme ça. Voilà. Donc, vous touchez pas ces trucs-là, c'est très compliqué. Là, c'est probablement la phase retour de volatilité, et là, on est sur la phase finale. Donc, touchez pas, c'est vraiment de la bulle spéculative, sans aucun souci sur McDonald's. Ok. Bon, ben on avait la réponse. Désolé, c'était un peu dur, un peu long, mais même moi, hein, je galère sur un truc comme ça. Mais là, clairement, la contraction des bénéfices avec la hausse parabolique des prix et aucun vendeur qui se positionne, c'est le schéma typique de la bulle spéculative. Les gens achètent parce que ça monte, ils ne savent plus pourquoi, ils ne comprennent pas. Les ratios PE montent malgré la distribution de dividendes. Bref, McDonald's, pour moi, on est sur la fin. Et quand ça va chuter, ça va pas être beau pour ceux qui garderont ça en portefeuille. Donc, pas de McDo en portefeuille pour ma part. On fait du range maintenant. Je coupe et je relance l'enregistrement en range. Salut!